Bien le bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre émission Entre-Écailles. Entre-Écailles, c'est quoi ? C'est un podcast dans lequel on a un invité de marque avec qui on parle pendant presque 1 heure. L'épisode d'aujourd'hui, il a été tourné il y a plus d'1 an, c'est un de nos premiers podcasts. Faut bien imaginer qu'à l'époque, j'avais pas le niveau de Terrario que j'ai aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, notre invité du jour va vous plaire, c'est un élément connu de la terrariophilie française. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. Bien bonjour et bienvenue dans ce podcast. Salut Clément. Salut Mathieu. On se retrouve aujourd'hui Entre-Écailles. On accueille Clément de Reptilis. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent. Clément, je suis hyper ravi de t'accueillir aujourd'hui. Mais merci de me recevoir, en tout cas, super studio, c'est très impressionnant, je suis très intimidé. En plus, on a plein de belles plantes avec des trous partout. Absolument. Elles sont bien défoncées. Ouais. Ça, c'est bioactif, ça. Pas vraiment, on va en parler. On va te présenter un peu. Okay. Vas-y, présente-toi. Il y en a plein qui le connaissent, mais on va le laisser se présenter quand même. Ok, c'est toujours un exercice difficile de parler de soi-même. Mais donc bon, Clément, 36 ans cette année, je travaille chez Reptilis. Ah, il est vieux, franchement, il est vieux, c'est un truc de dingue. Il a pas l'air. Reptilis Shop, c'est un magasin de reptiles situé dans le nord de la France, entre Lille et Dunkerque. Bon, nos gens, ils connaissent bien Reptilis. Hein. Voilà, un gros coucou à la team connaissent Reptilis. Pas. Et donc voilà, terrariophile depuis de nombreuses années, passionné de nature en général, parce que la terrariophilie, c'est peut-être un petit peu trop réducteur, parce que je fais de l'aquariophilie, j'aime les plantes, j'aime beaucoup de choses qui touchent à la nature. Et c'est quoi la différence du coup ? Aquario, terrario Aquario, terrario, naturellement, aquario, c'est les aquariums. Il est bon, tout simplement. Bah non, mais qu'est-ce que tu veux ? C'est maintenir des organismes aquatiques. La terrariophilie, c'est maintenir des organismes terrestres, tu vois. Donc, et alors, des trucs qui vont dans l'eau et sur la terre, tu dis comment ? Ah, c'est les aquaterrariums. Alors, c'est l'aquaterrariophilie. Personne n'en parle, mais... Mais genre, je sais pas moi, une grenouille. C'est de la terrariophilie. C'est de la terrariophilie. Dès qu'elle quitte l'eau, c'est de la terrariophilie. Et c'est intéressant que tu parles de la grenouille et que tu aies envie aujourd'hui qu'on parle de bioactifs, parce que la grenouille, c'est grâce à elle, finalement, que toute la bioactivité a commencé. D'accord. Attends, je vais juste introduire le truc. Allons-y, pour que les gens ils comprennent, parce que les gens ils sont pas toujours malins, tu vois. Ils sont pas toujours malins. Il faut tout leur expliquer, c'est un truc de fou. Avant ça, on fait quand même un coucou à Jason qui est derrière les caméras. Salut, et comme Jason, d'habitude, merci. On ne le voit pas et ça c'est super. Du coup, la grande question du jour, et c'est pour ça qu'on a invité Clément, parce que Clément c'est un monstre en termes de plantes et de connaissances sur tous ces sujets-là. C'est l'expert plante de chez Reptilis. C'est l'expert. Alors là, faut pas l'écouter. C'est-à-dire que Mathieu, c'est quelqu'un qui encense beaucoup, qui est pas du tout avare de compliments. Je suis pas un expert. J'ai peut-être plus d'expérience que lui. Je suis pas du tout un expert. Il y a certainement des gens qui s'y connaissent vraiment en plantes. Est-ce que tu saurais me donner le nom latin de ce truc ? C'est une Alocasia zebrina, si je ne m'abuse. Voilà, c'est bon, c'est un expert. Non, c'est validé. J'en suis même pas certain. Tu viens de valider ça devant des millions de Français. Des milliards de Français. Des milliards de Français. Alors, il y en a sûrement quelques-uns qui me connaissent, alors salut à vous. La question du jour, le sujet, c'est la bioactivité pour terrarium. Ouais. Oui ou non ? Est-ce que c'est une nécessité ? Est-ce que c'est un fondement de la terrariophilie ? On va aboutir sur ce genre de conclusion. Avant ça, on va peut-être te laisser nous expliquer c'est quoi la bioactivité. Alors là, c'est un vaste sujet. C'est comme si on me disait, Clément, mais qu'est-ce que la médecine ? Oh la vache. La bioactivité. Alors, si on essaie de synthétiser un petit peu, qu'est-ce que la bioactivité ? C'est le fait de maintenir, non pas un animal dans un terrarium, mais de maintenir un écosystème. Donc, les gens qui font de l'aquariophilie connaissent bien, parce que avant d'introduire des poissons dans un aquarium, tu dois le laisser se rôder ton aquarium, parce qu'on a besoin d'avoir des bactéries qui se développent dans l'aquarium pour pouvoir décomposer les déjections apportées par les poissons pour garder un environnement sain, à savoir l'eau, parce que l'eau, c'est le dénominateur commun de la santé de l'aquarium. Et alors, là, on parle d'aquarium, mais je veux dire, un terrarium, c'est pareil, il faut qu'il se rôde et tout, il y a un temps de... Eh bien, pas forcément. Figure-toi qu'il y a plusieurs façons, en fait, de maintenir des animaux. La bioactivité, c'est une de ces façons. Est-ce que c'est la meilleure ? Est-ce qu'elle est meilleure que les autres ? Je pense que c'est à chacun d'en juger. Il y a des gens qui vont vraiment jurer que par ça. Il y en a d'autres qui vont préférer le modèle stérile. Excuse-moi, c'est parce que Dis-moi. Je viens de voir que le chat il a gerbé juste à côté de ma prof. T'es sérieux ? C'est vrai. Pour ceux qui ne voient pas, on a une très jolie trace de vomi félin. Un big up à Mitsui. On vous le présentera, Mitsui, d'ailleurs, on fera une vidéo pour lui. Désolé, je t'interromps à fond, mais c'est incroyable. Non, mais c'était nécésaire quand même. Moi, je pense que je l'aurais fait ça, également. C'est bioactif aussi. C'est bioactif.
Du coup, j'étais en train de dire que, ouais, voilà. Ta question, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment pertinent, est-ce que c'est nécessaire de faire donc de la bioactivité. Et moi, je pense que c'est quelque chose en plus. Tu vois, il y a des gens qui vont commencer. D'ailleurs, moi, je leur recommande au magasin, commencer d'abord par faire la méthode classique. C'est-à-dire qu'on a un serpent ou un lézard, une tortue, enfin un animal, dans un environnement qu'on va très régulièrement nettoyer pour éviter la propagation de pathogènes. Ok, c'est le côté hygiène et tout ça, quoi. Tout simplement. Ouais. Dès qu'on va passer sur un côté bioactif, en fait, c'est le traitement des déchets qui va être différent. C'est qu'il y a une partie des déchets que tu vas pouvoir laisser dans ton terrarium, inconsciemment, entre guillemets, parce que c'est toujours mieux de retirer un petit peu les déchets. Mais, comme du vomi, quoi. Comme le vomi de ton chat. Est-ce que tu me conseilles de le laisser par terre, du coup ? Non, peut-être pas, non. Ça, c'est pas cool. Parce que si tu fais venir des invités de marque, des vrais, ils vont peut-être se dire que putain, où est-ce qu'il m'invite là Tu vois, on met plein de colamboles dessus, peut-être ça va faire un truc. Non, pas vraiment. Non. Tu vas voir, parce que quand on parle de bioactivité, on a vraiment besoin d'avoir un substrat assez important. Tout se passe dans le substrat de ton terrarium. Ok, en fait. Donc le substrat, c'est la couche qu'on met au fond du terrarium, un peu comme la litière, quoi. Ce qui va représenter le sol. C'est ça. C'est là-dedans que vont vivre en fait tous les détritivores. Donc les détritivores, c'est l'ensemble des petits animaux qu'on introduit dans un terrarium pour manger les détritus. Donc si on devait en nommer quelques-uns, tu connais les colamboles ? Ouais, bien sûr. Cloporte. T'en as un autre ? Je connais plein de cloportes. Les vers de terre, t'as tout ce genre de choses. Donc ça, c'est les macro-détritivores. Et après, t'as des micro-organismes en fait qui se développent. Ouais. Et là, on va plutôt parler des bactéries. On va parler de champignons, tout ça. Et ces organismes-là, c'est pas quelque chose que tu peux aller acheter à Reptilis Shop. Tiens, j'ai pris mes bactéries, j'ai pris mes champignons. Chose que tu peux faire en aquariophilie. Ouais, c'est ça. En fait, le bioactif, c'est pas simplement je vais mettre des colamboles dans mon substrat et tout le monde est content. Et alors, figure-toi que tu vois ce que je veux dire ? On l'entend souvent. Genre, ouais, j'ai acheté des colamboles, comme ça, mon terrain, il est bioactif. Ouais, c'est exactement. Mais même sur YouTube, il y a plein j'ai vu des gens qui conseillaient, faites un terrarium bioactif, achetez des colamboles et tout. Mais en fait, c'est plus que ça, on est d'accord. Bah, c'est comme si je te disais, fais un clafoutis aux cerises, j'ai les cerises et j'ai de la farine, c'est bon. Bah non, mon gars, il va te manquer pas mal d'étapes, il va te manquer pas mal de choses. Et alors, c'est quoi les étapes ? C'est quoi ? Alors, il va y avoir autant de recettes de terrarium bioactif qu'il va y avoir de terrariophiles finalement. En règle générale, on va utiliser un substrat un petit peu drainant. Là, on va parler, en fait, j'ai oublié de préciser, on va parler pour un terrarium tropical humide. Parlons des gonocéphalus. Je pense que les gens qui te suivent connaissent bien les gonocéphalus. À tout hasard. Donc du coup, parlons des gonocéphalus. Donc un terrarium tropical humide. On va avoir donc une humidité assez importante. Donc gonocéphalus, c'est mes petits chéris, c'est mes lézards arboricoles avec des épines partout sur le dos et des couleurs de malades. C'est des hérissons. Les meilleurs lézards du monde. Les meilleurs lézards du monde. Du coup, on va créer un substrat qui va être assez drainant. Parce que dès que tu vas commencer à pulvériser beaucoup d'eau dans ton terrarium, pour tes plantes, pour hydrater tes lézards, pour aussi avoir une humidité assez importante, il nous faut un sol qui puisse dégager cet excès d'eau. Ouais, alors ça, c'est la couche du dessous, avec billes d'argile et... Ah, j'y suis pas encore. Oh là, tu brûles les étapes, Mathieu. Là. non, là, on parle vraiment de la couche de substrat qu'il y a au sol, celle que vont rencontrer tes lézards quand ils vont se promener. Au début de l'invention un petit peu de ces terrariums bioactifs, aux États-Unis, ils utilisaient ce qu'ils appellent le ABG Mix, qui est en fait Atlanta Botanical Garden Mix, qui est un mélange de différents éléments qui ont été développés par les jardins botaniques d'Atlanta, qui contient de l'asphène, ça contient des écorces de pin, ce qu'ils appellent les écorces de pin qu'on utilise pour la culture d'orchidées. Et du terreau. C'est l'équivalent Reptibark. Reptibark chez Zomède. Voilà, exactement. Et l'asphène, alors pour ceux qui ne connaissent pas l'asphène, c'est un scandale de pas connaître. C'est vrai, non, mais l'asphène, c'est de la mousse en fait. C'est une espèce de mousse. C'est une mousse qui pousse dans les tourbières, l'asphène. Et lorsque cette mousse meurt, elle se décompose et elle donne de la tourbe. Voilà. Ah ouais. Ouais. Même moi, j'apprends des trucs là. C'est fou. C'est génial. Yes. Moi, je sais que la tourbe, on l'utilise pour faire des whisky tourbés. On la fait fumer. D'accord, alors là, c'est un tout autre podcast. Ouais, mais... où on sera peut-être un petit peu moins sérieux. Bienvenue chez Loma Wild, on fait vraiment des podcasts pertinents.
Donc du coup, ne perdons pas de vue ton terrarium bioactif qu'on est en train de virtuellement monter. Donc on va avoir un substrat drainant. Le but, en fait, d'avoir toutes ces écorces de pin ou ces écorces de noix de coco, c'est de faire en sorte que lorsque tu as de l'eau qui arrive, elle n'est pas complètement retenue dans ton substrat. Elle se barre rapidement dans les billes d'argile que tu parlais tout à l'heure. Ouais, mais ça, moi, je le mets en deuxième couche. On fera des tutos à un substrat, on fera des vidéos spécialisées là-dessus, parce que c'est un domaine que j'adore. Moi, je l'ai fait vraiment moi-même et je les travaille à fond. Je mets plein de choses différentes dedans. Je mets aussi des corps morts. Des corps, pas des corps d'animaux. Inerte, tu veux dire? Ouais, c'est ça, de la matière végétale morte en fait. Ouais. Je la mets dedans et tout, pour que ça pourrisse. Elle va se décomposer et nourrir tes détritivores, etc. Et tout. Et je mets aussi de la matière à base d'asticots morts en fait, broyés et tout. Et ça crée des champignons. Et puis c'est un très très bon engrais pour tes plantes. Ouais, carrément. Voilà. Alors, est-ce que c'est bioactif le fait que ce soit un engrais pour les plantes? Alors, quand on dit bioactif, ouais, c'est ça en fait, il faut définir le terme, tu vois. Bah ouais, j'essaye. C'est J'aime pas bien évident. couper. J'ai remarqué. En fait, quand on dit que c'est bioactif, c'est que techniquement ton substrat va être cyclé. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir une déjection qui va tomber, une crotte de lézard, éventuellement de la mue, ou peut-être simplement un insecte mort qui n'aurait pas été consommé, ce déchet va être pris en charge par les détritivores qui vivent dans ton substrat, qui ne seront pas étouffés par la grosse quantité d'eau parce qu'il est suffisamment drainant, d'où l'intérêt, donc du coup, tu vois, d'avoir un substrat un peu léger. Donc les cloportes, les colamboles qui vont sortir et qui vont récupérer cette source de nutriments, ils vont commencer à te le décomposer. Et ça évite d'avoir des grosses quantités de moisissures, de l'odeur, etc. Un terrarium bioactif qui est bien cyclé, tu vois, c'est-à-dire qu'on n'a pas mis des colamboles vendredi, puis là, ça y est, c'est bon, c'est bioactif. Non. Un terrarium qui tourne depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, en règle générale, on peut le négliger un petit peu sans qu'il y ait de problèmes de bactéries qui se développent, etc. et tout. Ouais, ok. En gros, voilà ce qu'est un terrarium bioactif. Quand tu dis cyclé, en fait, pourquoi tu parles de cycle? C'est quoi cette histoire de cycle? C'est un rapport avec le jour, la nuit, l'été, l'automne? Pourquoi on dit un cycle? Tu fais bien de me poser cette question parce que c'est des choses qui sont assez évidentes pour moi et donc du coup, j'oublie d'en parler. Le cycle, c'est en fait le cycle de l'azote. C'est la même chose que dans les aquariums. S'il y a des aquariophiles, ils sont là, cycle de l'azote, c'est bon, vas-y, embraye, on connaît. Mais ceux qui ne connaissent pas... C'est le truc avec les nitrites, là. Exactement, entre autres. Lorsqu'un poisson dans l'eau va faire ses besoins, ou qu'il y a de la pollution qui arrive, ça va être décomposé sous forme d'ammoniac, qui est toxique, qui sent mauvais, qui a une odeur très particulière. Et ça, c'est pas bon. On n'en veut pas dans un sol de terreau pour tes gonocéphalus, mais on n'en veut pas non plus dans de l'eau pour des grenouilles ou des poissons. Donc les bactéries vont décomposer cet ammoniac toxique en nitrite, qui lui également est toxique, car il empêche le globule rouge de transporter l'oxygène pour les organismes aquatiques. Donc on veut vraiment que ça dégage. Il est dangereux pour nous ou pas? Pour des êtres de la Terre, je veux dire. Non, tu peux boire de l'eau avec des nitrites, c'est pas l'idéal, mais voilà, là-dessus, c'est... Après, je suis pas médecin, mais bon, là-dessus, c'est pas le plus important. Peut-être que Mitsu, il a mangé trop de nitrites, tu vois. Ah, peut-être, c'est pour ça qu'il a vomi. Ou alors, c'est à cause du cervelas que vous lui avez donné à manger tout à l'heure. Et bref, ces nitrites qui sont toxiques seront ensuite décomposés par d'autres bactéries en nitrates, beaucoup moins toxiques. Le nitrate, c'est une molécule qui est très intéressante pour tes plantes, parce qu'elles vont l'utiliser sous forme d'engrais. Tu vois, donc là, on parle d'un cycle. La pollution générée par les animaux, l'ammoniac, s'est retrouvée transformée par ta colonie bactérienne en nitrate qui est directement assimilable par tes plantes. Donc là, on voit qu'on a vraiment un cycle déchets récupéré ensuite par les végétaux qui vont convertir tout ça. C'est une chaîne, quoi. C'est une usine, le truc. Un cycle. C'est une chaîne de production. Ouais, c'est un cycle. Ok. Alors là, il y a un truc, on emploie des termes techniques un peu. Il y a nitrite, nitrate et tout ça. Ça a l'air compliqué, tu vois. Alors, moi j'ai un sentiment comme ça. Terrarium bioactif, ça fait genre le terrariophile aguerri qui fait des terras de fou. Et le mec il fait ça depuis 15 ans et maintenant il fait des terrariums bioactifs. Alors pas du tout. C'est vrai que ça paraît beaucoup parce que là on emploie des termes qui sont issus donc de la chimie un petit peu. Donc là tout de suite il y a des gens à qui ça peut faire peur. Ouais, carrément. Mais voyez ça comme une recette de cuisine. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui cuisinent, ça fait peur à personne une tarte au poireau. Il y a plusieurs ingrédients dans une tarte au poireau. Tu auras plusieurs ingrédients pour ton terrarium bioactif. Il y a des signes qu'il va falloir regarder, tu vois, dans ton terrarium, des odeurs, ce genre de choses. Est-ce que mes colamboles prolifèrent? Est-ce que mes cloportes prolifèrent? Est-ce que mes plantes arrivent à pousser? Est-ce que, voilà, il y a beaucoup d'observations qui rentrent en jeu. Et finalement, il faut que tout ait l'air de bien se passer. Mais alors, est-ce que tu le conseillerais voilà, t'es chez Reptilis, il y a un nouveau client. Bonjour, je veux acheter un gecko à crête. Ouais.
Est-ce que tu vas lui conseiller d'attaquer tout de suite dans le bioactif ou tu vas lui expliquer qu'il y a des nitrites, qu'il y a des nitrates et tout? Non. Alors, ça dépend en fait. Ça dépend. C'est-à-dire que si j'ai une personne qui a ton profil, quelqu'un de vif, d'intéressé et qui prend du temps à vraiment pour sa passion. C'est ma journée. Bienvenue à Loma Wild, c'est le bonheur. Voilà, vous mettez des likes et tout. Je le mérite, comme il le dit. Non, mais c'est vrai. C'est trop gentil. C'est vrai. T'es quelqu'un qui se pose des bonnes questions. T'as envie d'aller toujours plus loin dans ta passion. Donc, effectivement, on va aborder ce sujet-là parce que moi, c'est quelque chose qui m'intéresse. Lorsqu'on parle bioactivité, tu ne vas plus simplement avoir un lézard en animal entre 5 planches de verre, tu vas avoir tout un écosystème. Ouais, c'est ça. En fait, tu crées un biome, en fait. Tu lui crées... Voilà, un microcosme. C'est comme si tu avais prélevé un morceau de la nature, tu vois, entier. Plus ou moins, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on n'aura pas on aura beau faire tout ce qu'on veut, on ne sera pas dans la nature, mais on peut s'en rapprocher au maximum pour le bien-être de l'animal, ça c'est certain, mais aussi pour l'intérêt que ça crée, en fait, d'avoir un terrarium bioactif. Moi, quand j'observe des terrariums bioactifs, j'en ai à la maison, je regarde pas uniquement mon lézard qui se promène dedans. De temps en temps, je me dis, ah ben tiens, il y a une colonie de cloportes là, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue, la voilà, elle va bien. Je soulève quelques feuilles mortes, plein de colamboles, je suis toujours très heureux de les voir parce que j'ai des lézards, quand ils les voient, ils vont se jeter dessus, les manger. Ça vit, tu vois. C'est comme un aquarium en plastique, tu as de la déco en plastique et puis un pauvre poisson dedans. Tu mets le même avec des plantes, des mousses qui se développent et tu regardes bien, tu as des escargots, tu as des crevettes qui sont tes biodécomposeurs en fait, tes détritivores. Ouais. Et tu as une vie qui est hyper importante là-dedans. On fait tout le temps plein de parallèles entre les terrariums et les aquariums. Bah, c'est super lié en fait. C'est super lié. Ça ressemble. Ouais. Ça ressemble à fond. Pour ne pas perdre ta question de base, je ne vais pas tout de suite orienter les gens vers les terrariums bioactifs parce que ça nécessite beaucoup d'explications pour bien faire. C'est pas complexe, mais c'est une recette à beaucoup d'ingrédients. Tu vois, c'est pas le croque-monsieur. En fait, je pense qu'il faut que ce soit tourné vers des gens un minimum intéressés par leur truc, tu vois. Des gens qui veulent se poser les bonnes questions, réfléchir. Voilà, c'est un projet. C'est pas du tout compliqué, c'est juste qu'il faut, il faut se lancer, il faut se dire quel est mon but, bien comprendre tout ce qui est nécessaire de mettre en place pour avoir un terrarium bioactif, et finalement, c'est pas si compliqué, quoi. C'est cher ou pas? Parce que tu dis toutes les choses à mettre en place, tu vois. Alors, du coup, là, je me dis, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses, et les gens, même les débutants, parce qu'on parlait des débutants, je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure sur les débutants, mais tu dis, il y a plein de choses, il faut des trucs, il faut des cloportes, il faut des machins et tout. Le mec, il veut se lancer avec un gecko à crête, mais il est énervé, le gars. Enfin, il est énervé, il est motivé, tu vois. Il veut vraiment faire son truc bioactif, il a regardé 400 vidéos. Et voilà, il veut son petit truc, allez, on va dire 45, 90. C'est bien pour des geckos à crête, ça? Ouais, pourquoi pas. Je préfère 60 minimum. C'est malgré tout 60 de large. Pour moi, ce serait un minimum pour du gecko à crête. Adulte. 60, 45, 60 alors. Ce serait bien ça. Voilà. Le mec, il commence son gecko à crête. Voilà. Si tu lui dis les trucs bioactifs et tout, est-ce que lui, il va se dire non mais je vais devoir sortir le portefeuille, ça va faire mal, quoi? Il y a plusieurs façons de le faire. Ouais, c'est-à-dire que s'il veut se faire plaisir avec des cloportes super colorées, on en vend à Repsy, si on a des très très jolies, bien sûr que là il va falloir les acheter. Mais le gars motivé, il va dans la forêt près de chez lui ou dans le jardin, dans sa famille, il soulève des roches, il va trouver des Oniscus acellus, qui est souvent le cloporte le plus commun, des Porcelios caber, et ça va marcher. Ils sont pas très sympas, ces cloportes, ils sont un peu moches, ils sont un peu tout gris, quoi. Enfin, désolé pour ceux qui adorent ces espèces-là, mais vous avez des cloportes super colorés, mais on peut tout à fait prendre le cloporte du jardin, ça a fonctionné. Le ver de terre du jardin, les colamboles, elles peuvent arriver de manière naturelle. Oui, c'est possible. Ça arrive à chaque fois, en fait. Alors, ça arrive souvent, mais pas forcément à chaque fois. Et j'ai pas encore tout à fait compris qu'est-ce qui fait que ça arrive. En ce moment, dans le terrarium de l'hydrosaure, au travail, là, à Reptilis, on a plein de colamboles naturelles. C'est incroyable. Et en fait, vous les distinguez facilement parce que la Phossolma candida, je crois, c'est la colambole tropicale, elle est blanche, super blanche, ça se voit bien. Et les colamboles d'ici, elles sont grises. D'accord, ok. Qui arrivent toutes seules. Donc celles qui arrivent toutes seules, c'est pas les mêmes que celles qu'on achète Non, c'est pas les mêmes. Ah, j'ai jamais fait la différence. J'apprends des trucs de fou aujourd'hui, là. Ouais. C'est incroyable. C'est ça qui est bon. Tu vois, moi je fais des élevages de cloportes qui viennent de chez Reptilis, j'en ai plein. Ouais. J'ai toute la collection, quoi, la panoplie. Ouais. Et en fait, dans mes boîtes de cloportes, c'est rempli de colamboles.
Mais c'est, Rempli. ben ouais, mais parce que finalement, tu t'es pas rendu compte, mais tu as créé quelque chose de bioactif très certainement. La plupart du temps, lorsqu'on voit des colamboles, une population de colamboles croître, c'est qu'il y a un bon signe, c'est un bon signe d'un bon cycle qui s'est bien fait. Tu as D'accord. certainement en fait un substrat bien cyclé, une bonne proportion de bactéries, de mycélium, de champignons qui favorise ta colonie de colamboles. Et derrière, elle va prendre soin de tes cloportes. Ils vont donc, tu vois, tous leurs déchets, quoi que ce soit, Tout vont être pris en s'équilibre, c'est compte. nickel en fait. Et tout s'équilibre, parce que si tes cloportes vont bien, t'en auras plein. Ils vont décomposer la moindre petite saleté qui va tomber dans ton terrarium, et ça va participer à avoir un terrarium super beau, super propre. Ton animal va en trouver des cloportes, il va les manger. C'est plein de calcium, parce qu'un cloporte n'est pas un insecte, mais un crustacé. Donc, c'est pas de la chitine qui est le constituant majoritaire de son exosquelette, mais le calcium. Et le calcium, c'est très important pour les reptiles. Ils en font une consommation Donc en fait, inouïe. même s'ils te défoncent quelques cloportes, c'est cool quoi. Mais c'est voulu en fait, c'est attendu, c'est quelque chose. Moi, c'est génial. J'avais du Gastropholis pendant un moment et un jour, je l'ai vu sauter du haut d'une branche pour descendre. Il a chopé un cloporte, un Porcelliolevis orange, et il est remonté comme ça à mâchouiller son. Ouais, mais peut-être à la fin, t'es un peu deck, tu vois, tu galères à faire reproduire tes cloportes, colorés, hyper Non. beaux, tu les mets dans le terrarium, ils se font tous shooter. Est-ce qu'ils auront la rapidité pour se remultiplier derrière et tout? Ouais, parce que les cloportes, en règle générale, c'est des animaux qui sont lucifuges. Ils n'aiment pas la lumière, donc ils sont cachés dans ton substrat, sous des tas de feuilles, et ils sortent plutôt la nuit. D'accord. Ça arrive de jours, de toute façon, qu'ils sortent parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose à manger quelque part. Ouais. Donc, c'est une proportion très très faible qui se fait manger. Ton lézard va pas tout détruire. Ouais, ok. Non, voilà, moi j'ai des Tribolonotus gracilis, donc le 5 crocodile aux yeux rouges, Trop qui est beau, un lézard trop beau. qui est un petit peu fouisseur. Et Ouais. j'ai pas rajouté de cloporte depuis un moment, et j'en ai encore. Encore hier, j'ai eu une naissance, une éclosion plutôt. Et en recherchant un petit C'est peu magnifique, ça. dans le terrarium, j'ai retrouvé des cloportes. Du coup, t'es papa. Je suis papa pour la 3e fois avec cette espèce, je suis très heureux, je suis très On content. est hyper mauvais pour tenir les sujets. La question, Excusez, il faut que pardon. je revienne sur cette la foutue question. La passion, ça nous fait. tu Est-ce que ça coûte cher? Ah oui, est-ce que ça coûte cher? Excusez-moi complètement les auditeurs. Est-ce que ça Ah non, coûte mais cher? on est Donc, mauvais. Ça, c'est Corpus de Jason. ça coûte pas forcément cher. Ça coûte pas forcément cher. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on peut faire de la récup. On peut aller dans son jardin Ouais. pour récupérer des branches. Elles seront peut-être pas aussi belles qu'un très beau liège blindé de mousse et de lichen. On n'aura pas les cloportes aussi colorées que différentes espèces un peu tropicales et tout. Mais on peut se faire des terrariums bioactifs pour vraiment pas cher. Le terreau, pareil, ça se trouve. Mais voilà, Ouais. si on a du budget, effectivement, on n'a pas à courir à droite à gauche. On a tout prêt chez Reptilis pour pouvoir faire un terrarium qui est prêt ce soir. à Donc être pour aller recyclé, chez Reptilis, il faut du budget? quoi. Non, pas forcément. Enfin, je veux dire, Bah non, ça dépend du budget de la personne aussi. ça dépend du projet aussi, je pense. Voilà, on peut adapter à chaque bourse chaque terrarium. Les résultats seront des fois un peu plus longs, seront peut-être pas aussi visuels, mais la Ouais. bioactivité, je veux dire, c'est plus une question de patience. Donc, c'est pas forcément pour des gens qui ont un budget pas possible, quoi. Ouais, en fait, tu peux pas, genre, t'arrives, tu fous tout dedans et boum, il est bioactif, tu vois. Non, il le sera plus tard, quand il sera cyclé. Ouais, Ça c'est prend 3 semaines, un mois. D'ailleurs, si plus, je peux me permettre de faire un petit aparté, Bifurcation. ouais, on va dire, Allez, bifurque, le vas-y. terme bioactif, ça fait sourire pas mal de terrariophiles, notamment ceux qui sont spécialisés en dendrobates, ces petites grenouilles poison venant d'Amérique centrale et du Sud, parce que ça fait très longtemps que eux ont des terrariums qui sont bioactifs, sans jamais utiliser ce terme-là particulièrement. Ouais. C'est des un peu gens un qui effet de mode sont- aussi. Hein. Ouais, voilà, disons qu'on a mis un nom là-dessus. Alors du coup, les gens se disent, moi aussi, je veux faire ça, du bioactif. Dès que tu commences à nommer les choses, ça donne un côté un petit peu, peut-être, pourquoi pas, effet de mode et tout. Mais c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais Ouais. qui n'avait jamais eu son mot pour le définir. Ouais. Bah, tu sais, c'est un peu. En fait, le terme, il est arrivé comme ça avec Internet et tout. Il y a des youtubeurs, il y a des influenceurs, des trucs qui ont commencé à dire ouais, faites des terrariums bioactifs et tout. Mais c'est ce Ouais. que je te disais tout à l'heure. En fait, ils mettent juste des colamboles, ils vont dire ah, c'est bon, c'est bioactif. Ça y est, c'est bioactif. Ouais, Ouais. et même des grands noms, j'en citerai pas, mais Ouais. il y a même des grands noms sur YouTube, des Américains qui font des terrariums qui sont incroyables et qui n'ont pas le discours qui va avec. Et des fois, ça me fait grincer des dents en me disant non, mec, tu peux pas te dire que tu viens de balancer 6 colamboles dedans, ça y est, c'est bioactif. Bah non.
Mais c'est pas, ça le sera peut-être plus tard si le terrarium se passe bien, enfin si tout se cycle correctement. Ouais, ça va finir par être correctement cyclé, équilibré. Donc là, on pourra effectivement dire que c'est un terrarium bioactif, Ouais, ok. Et alors notre gars là, on va le nommer, on va dire Charles-Édouard, ok. Charles-Édouard, c'est le client chez Aptilis. Bonjour, je veux un gecko à crête, je veux un terrarium, mais il a pas le budget. Il peut acheter chez vous que le gecko à crête. Après, lui, il va sur le bon coin, il s'achète un terrarium, allez, 60, 45, 60, on avait dit. Ok. Allez, il fait une bonne affaire. 50 €. Ok. Pas mal. Il met son petit UV qu'il avait de son pote qui lui a filé, qui est encore fonctionnel, il l'a utilisé que 2 mois. Et pour que ce soit bioactif, il va devoir mettre combien en plus s'il devait acheter une solution, tu vois. Combien ça coûte des cloportes, combien ça coûte des trucs comme ça. Est-ce qu'il doit planter des champignons, le gars, en plus? On n'y a pas parlé de ça. Un kit tout complet, je sais pas, là comme ça, tu me prends un petit peu de cours, je disais qu'avec un petit budget de 30 €. Ah ouais, 40 €. Ah, c'est accessible à mort. Ouais, non mais là je prends le budget, j'essaie de le tirer au plus bas, tu vois, c'est vraiment accessible. C'est sûr, si le gars il veut se faire un sol avec de la mousse hyper verte et tout, magnifique, tout ça, là, ouais, ce sera peut-être un petit peu plus cher. Mais s'il prend des cloportes pas chères et qu'il se fait un terreau bien drainé avec un petit peu d'écorce de pin ou quoi que ce soit, ça va le faire. D'accord, ok. Ça va le faire. On va en reparler tout à l'heure de ça, de les substrats et tout ça. Ouais. Là, ce que je te propose, c'est d'aller remplir nos mugs parce que moi, je suis accro au café et on se revoit après la pub. Ça marche, à tout à l'heure. Pour cette première pub Loma Wild, on tient juste à vous mentionner la création de notre compte Tipeee. Il est destiné à ceux qui veulent nous filer un coup de main. L'aventure Loma Wild n'est pas sans frais. Ça fait 1 an qu'on donne notre maximum pour créer un contenu de qualité, avoir des choses intéressantes à montrer. Comment ça fonctionne? C'est super facile. Vous cliquez sur le lien Tipeee qu'on a mis en description, vous allez dessus, vous mettez un tip, vous pouvez déposer la somme d'argent que vous voulez, vous gagnez les récompenses qu'on vous a mis à disposition, et nous, ça nous file un gros coup de main. Sur ce, un grand merci, on compte sur vous. Et tout le monde, on se retrouve entre écailles. Clément, ça va? Yes, ça va bien, merci. Un bon café, franchement ça va faire du bien. Bon, alors du coup, le bioactif, je sais plus où on en a été. Moi j'avais des questions. Tu dis qu'on développe des champignons. Tu parlais de ça, on parle de décomposition. C'est-à-dire qu'en fait, là où vit l'animal, on parle de déjection, clairement, et de décomposition de plantes et tout. Moi, sur le plan de l'hygiène, je me pose des questions quand tu dis tout ça, tu vois. Et t'as raison de te poser des questions. Putain, j'ai raison. Ben ouais. J'ai toujours raison. En fait, tu vois, ça dépend. Un animal qui est malade, un animal qui est importé, qui est probablement parasité, bah, c'est pas des animaux qui sont des bons candidats pour du bioactif. Tu vois. Oula. Ouais, parce que des virus, des parasites, vraiment, sont pas des choses qui seraient correctement décomposées par les détritivores d'un terrarium. Bah ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, tu vas laisser proliférer des bactéries et tout, et l'humidité et la chaleur, c'est le truc pour être malade ultime. Exact. Quoi. Donc c'est pour ça que les animaux qui devraient être utilisés pour des terrariums bioactifs, pour bien faire, c'est les animaux qui sont pas parasités, qui n'ont pas de problème de santé particulier, qui sont nickel, quoi. Ouais, des animaux de chez Aptilis, quoi. Pour bien faire, ouais, on n'est pas à l'abri d'eux, mais ouais, on fait notre maximum en tout cas. Ça, Stéphane, il va être content de voir ça. Ouais, il le sait, il apprend rien. Hein. Mais du coup, un animal prélevé, je viens d'acheter, je sais pas, un gonocéphalus, nickel, prélevé de la nature, malheureusement, on le met en terrarium. Tu conseillerais pas de partir sur du bioactif? Non, je conseillerais pour toute la période d'acclimatation et quarantaine, c'est de le laisser dans un setup qui va être au maximum, c'est quoi le mot que je cherche, aseptisé. Quelque chose avec peut-être du papier journal. Bac hôpital, quoi. Un bac hôpital, clairement, pour pouvoir récupérer un maximum de déjections, pour les observer, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre dans ces déjections. Est-ce qu'elles sont régulières? Parce que dans un bac marron, tu vois, avec un substrat marron, tu ne les vois pas toutes les crottes, pas systématiquement. Donc toute l'acclimatation et la quarantaine passe par une surveillance précise de ton animal et souvent de ses déjections. Alors je sais qu'on parle beaucoup de déjections, ça doit en faire rire ou grimacer certains, mais la santé des animaux, elle passe aussi beaucoup par là. À la maison, on n'a pas énormément de quoi attester de la santé des animaux, donc souvent ça c'est un bon indicateur de l'état de santé de ton animal, ça passe par ça. D'accord, ok. Et pour nous, il y a du risque? Pour nous, il y a du risque. Tu parles de zoonose? On parlait de termes techniques, là j'ai jamais entendu ça toute ma vie, une zoonose. Chers abonnés, une zoonose, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, une zoonose.
ce que vous pensez, ce que vous connaissez ce mot, c'est quoi la définition? Mettez-nous la définition en commentaire, s'il vous plaît. Je la mettrai pas. Alors, la zoonose, Mathieu, c'est une maladie transmissible d'un animal vers un humain. Est-ce que c'était ça qui t'inquiétait? D'accord. Bah, pas forcément, mais oui. Ouais. Bah, en fait, je sais pas, on dit qu'il y a des nids de bactéries et tout. Enfin, tu vas aller foutre tes mains dans la merde, tu peux tomber malade, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Alors, C'est ça, la le truc, en fait. plupart du temps, les bactéries, les parasites ou tous les problèmes de santé qui touchent les reptiles, en tout cas, Mhm. il y en a très très peu qui sont transmissibles aux humains. Tu vas souvent entendre parler de la salmonellose. Ouais, c'est ça. On Voilà. entend parler à chaque fois. Et du coup, c'est genre, à ce qui paraît, quand tu manipules des reptiles, ils sont porteurs sains et tout, faut se laver les mains à chaque fois et tout. Ouais, Perso, je le fais pas. non. En réalité, c'est pas si systématique que ça. Figure-toi que moi, ça fait plusieurs années que je suis dans cette industrie et régulièrement, je vais prendre ma pause, je me suis pas toujours lavé les mains, je vais grignoter la journée, je touche plusieurs animaux. Je veux dire, si vraiment le risque était très important, ça ferait longtemps que moi ou certains de mes collègues auraient développé ce genre de choses. Alors, j'en appelle pas les gens à arrêter de vous laver les mains ou quoi que ce soit, mais je veux juste remettre un petit peu le degré d'inquiétude là où il devrait être. D'accord. C'est-à-dire que les animaux, les reptiles les plus sales, finalement, oh, je vais faire grincer les dents, là. Ah, c'est les tortues aquatiques. Les tortues aquatiques, elles sont autant porteuses que les autres, mais elles évoluent dans des aquariums qui ne disposent pas toujours de filtration UV. Ouais. Donc la prolifération bactérienne augmente énormément. Et ça pue le mort. La salmonelle, c'est une bactérie. Les palus pour tortues, ça pue le mort. Et ouais, mais parce que souvent les filtrations sont bien en dessous de ce qu'il faudrait faire. D'accord. Là, le podcast, on parle de bioactivité, mais on peut parler de bioactivité d'un aquarium à tortues. C'est simplement l'équilibre d'un milieu, tu vois. Ouais. Donc, lorsque tu mets ta tortue dans ton aquarium, qui commence à faire toutes ces déjections et tout, ta filtration, elle arrive. D'accord. On reparle du début du podcast. On parle d'un aquarium pour une tortue? Ouais, bien sûr. D'accord. Un aquarium. Ok. Ou alors un paludarium, si tu veux une zone. Ouais, une moi zone j'aurais dit terrestre. paludarium, mais ouais. Mais un paludarium, un aquarium, D'accord. peu importe. On va parler du vivarium, qui est le terme général finalement. Ok. Et lorsqu'elle va faire ses déjections, tout à l'heure en début de podcast, on parlait de la décomposition des déchets, ammoniac, nitrite, nitrate. Donc ça, c'est une chose, mais on ne parle pas des bactéries, tu vois. Et Ouais. ces bactéries, dans un aquarium, il faudrait installer une filtration UV. Cette lumière UV qui envoie une radiation qui va donc agir directement sur les cellules nocives de ces bactéries pour les détruire et avoir une eau beaucoup plus saine. Ouais. Mais alors du coup, tu me perds un peu. Parce qu'il faut des bactéries. C'est le fondement du bioactif. Ouais. Mais tu tues les bactéries. Mais il y a avec des, l'UV. il y a Tu vois des ce que je veux bonnes et dire? des mauvaises bactéries. Ouais. D'accord. Ah, je comprends que ça peut être un petit peu difficile à comprendre, mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bonnes bactéries dont je te parle, Ouais. qui vont décomposer les déchets, on parle d'organismes sessiles, qui veut dire accroché à un substrat. Salut D'accord. Cécile. Voilà. Petit coucou. Bonjour à toutes les Céciles. Ouais. Du coup, ces bactéries-là, elles ne sont pas libres dans l'eau, à flotter au milieu de ta tortue. Il y en a quelques-unes, c'est certain. Ouais. Mais la majeure partie de cette colonie bactérienne épuratrice et bénéfique va se trouver dans la filtration. Et c'est pour ça qu'il est hyper important d'avoir une filtration la plus riche possible. Non pas avec ces espèces de petites mousses bleues ridicules qu'on trouve, mais souvent Moi, je dans mets de la mousse bleue, moi. Alors, de la mousse bleue, ça marche, mais il vaut mieux utiliser des substrats de filtration biologique qui soient les plus poreux possibles Ouais, ok. afin d'accueillir beaucoup de bactéries. Faut mettre de tout. Enfin, il y a toute une chaîne. On pourra faire une vidéo sur les filtres. Ça Ah, on pourrait pourrait être faire un intéressant. podcast en long, en large, en travers sur les filtres. Mais Sur les filtres. ce qu'il faut retenir là, c'est que la bioactivité, donc, elle est partout dans les animaux, mais même dans les tortues. Si on Ouais. veut quelque chose de sain, on doit avoir une filtration correcte, mais également des UV. Parce que tout à l'heure, tu t'inquiétais des risques de transmission Ouais, de c'est maladies animales vers humains. La zoonose. La zoonose, Celle-là, je la conserve. Hein. Celle-là, je la conserve. Voilà. La zoonose, je la garde. c'est ton nouveau mot de passe Facebook, Mathieu. Zoonose. pouvez tester. Et donc, du coup, tu vois, là, on aurait besoin d'une filtration UV pour vraiment bien avoir une flotte nickel. Et donc, c'est pour ça qu'avoir un reptile qui est coché toutes les cases, le bilan de santé total chez le vétérinaire, il est clean, ton gono, il peut aller dans un terrarium bioactif, bah là, c'est plus simple. Parce qu'on n'a pas moyen de stériliser un terrarium. Contrairement à de l'eau, on peut stériliser de l'eau facilement avec un filtre UV. Tu vas pas savoir stériliser l'air de ton terrarium, quoi. Ouais. Ou alors les surfaces, tu vois. Ouais. Ça se fait pas vraiment, quoi. Ouais, d'accord. Bah, de toute façon, ouais, il y a de l'épaisseur, ils peuvent toujours se cacher. Enfin, c'est à la Voilà, vue. donc il faut que ton animal soit clean pour pouvoir rentrer dans Ouais. ton terrarium bioactif, ouais.
Ouais, d'accord. Et alors, ces histoires de filtres et tout, admettons les gonos, je vais faire un paludarium. Donc, un paludarium, c'est un terrarium, mais avec un bassin dedans, en fait. C'est un aquarium, terrarium. L'eau, je fais un filtre et tout. Filtre UV, filtre normal avec la céramique et tout. Est-ce que c'est bioactif, ça ? Eh ben, ça va être bioactif au moment où tu auras une quantité de bactéries suffisante pour décomposer les déjections, les saletés qui vont se trouver dans l'eau. Ouais. On parle pas trop de bioactivité pour les aquariums, on dit souvent que l'aquarium est cyclé, que le cycle de l'azote est terminé, mais au final, c'est la même chose. C'est bioactif tout pareil, quoi. Donc, ce sera bioactif au moment où tu auras soit laissé une période où les bactéries vont arriver naturellement, figure-toi, au bout de 3 semaines, 1 mois, que l'eau tourne, qu'elle est oxygénée et que peut-être tu l'auras peut-être ensemencée avec un petit peu de saleté, tu vois, un petit peu de nourriture à pourrir dans l'eau pour nourrir ces bactéries. Et ce sera bioactif à ce moment-là. C'est un truc de fou. Quelque chose que tu peux tester. Il y a des tests colorimétriques qui vont faire changer la couleur de ton petit échantillon d'eau pour te dire oui, il y a des nitrites ou non, il n'y en a pas. Oui, des tests. Ça peut se tester. Ouais. Oh, c'est presque, moi, je dirais c'est presque indispensable ces trucs-là. Mais... Ouais, clairement. Ouais. Moi, tu vois, quand je me suis lancé dans le délire paludarium bioactif, j'ai acheté mes colamboles, mes cloportes. Et pour l'eau, j'ai acheté des escargots. Ouais. Voilà. C'est bioactif, ça. Ben, ça fait partie de la bioactivité. C'est un acteur de la bioactivité, ton escargot. C'est l'équivalent de ton cloporte dans ton terrarium. Ouais, c'est ça. Tu peux y mettre des crevettes aussi, tu vois. Ouais, des escargots, des crevettes, tout ça, c'est ces petits animaux qui vont venir décomposer les gros déchets pour faire des petites crottes qui vont se décomposer, être filtrées, et le produit final, ce sera du nitrate, cette molécule qui est à la fin de la chaîne, qui va être en partie consommé par les plantes. Exactement, tu suis. C'est bon. Absorbé par les plantes. Après, il y a d'autres systèmes de filtration pour les retirer ou simplement un changement d'eau pour éliminer cette pollution. Mais voilà, tu as tout compris. D'accord, ok. Et alors, du coup, le principe du bioactif, ouais. Toi, tu le recommandes pour faire un peu le tour. Ça pose pas de problème d'hygiène pour l'homme ? Bah non. Sinon, comme tu dis, tu aurais été malade. Quoique, c'est une question, ça. Est-ce que quand tu es dans un monde professionnel, tu fais du bioactif ? Alors, c'est pas évident dans le sens où nous, on a un gros turnover d'animaux. D'ailleurs, on vous en remercie, c'est aussi grâce à vous qu'on a du turnover d'animaux. Donc du coup, moi j'aime bien pouvoir désinfecter rapidement les terrariums quand j'ai eu des animaux entre guillemets plus ou moins à risque. Et donc du coup, passer d'un animal à un autre, tu vois, voilà, j'aime bien pouvoir tout nettoyer, tout désinfecter. Mais j'ai des paludariums au travail, j'ai des terrariums plantés. Donc là, invariablement, tu finis par avoir une certaine bioactivité qui s'installe. Qui se fait toute seule, quoi. Qui se fait toute seule. Donc il y a des choses, pour les dendrobates où c'est voulu, j'ai vraiment mis du travail là-dedans pour que ce soit bien équilibré. Il y en a d'autres, ça s'est fait un petit peu tout seul sans que je le veuille. Et j'aurais pas de problème à tout détruire, à tout stériliser pour repartir sur quelque chose derrière, quoi. Ok, d'accord. Puis il y a aussi tout ce qui est mousse. C'est bioactif, ça, les mousses. Ça se développe, les mousses, c'est un végétal. C'est comme c'est une plante en fait. C'est un végétal, ça fait partie du règne végétal, c'est juste une autre plante que tu rajoutes. Donc voilà, bioactif, il faut vraiment que tu retiennes que c'est un ensemble d'acteurs, tu vois, donc microbiens, des petits animaux. Même toi, tu fais partie, tu vois, de la bioactivité parce que tu rajoutes de l'eau, tu retires des crottes, tu règles des choses et tout. De ce point de vue-là, donc tu fais partie en fait des acteurs de la bioactivité toi aussi, quoi. Et comment tu fais pour un terrarium, j'ai du mal, désertique? Terrarium désertique. Ah, cette question, elle revient super souvent. Ah ouais, non, je la garde depuis tout à l'heure. Je me dis, je vais lui poser ça, il va me dire, ouais, en fait, je sais pas, je suis pas tellement un expert. Ça y est, c'est l'heure. Alors, les terrariums bioactifs, ils posent un petit souci, effectivement, parce que les animaux qu'on y maintient sont des animaux qui préfèrent être dans des milieux qui sont un petit peu arides, donc secs, parce que le terme désertique, on va pas trop l'utiliser, parce qu'un désert, ça peut être humide. Un désert humide. Ouais, figure-toi que le pôle Nord, le pôle Sud, c'est des déserts. Il n'y a rien. Ouais, désert, c'est vide, quoi, en fait, c'est ça. Mais quand on parle désert, nous, on pense sec. D'accord ? Donc, on va parler d'un terrarium aride, plutôt, pour un pogona. Tout le monde connaît le pogona ou le géco-léopard. Et tout va se jouer encore dans ton substrat. Finalement, la bioactivité, elle va résider dans le fait de maintenir toute cette colonie d'organismes qui vont te permettre, d'avoir un équilibre. D'accord, ça va être les mêmes espèces, les colamboles. La même chose, à quelques petits détails près, mais en règle générale, c'est plus ou moins la même chose. Donc, on va devoir avoir un substrat un peu plus profond que d'habitude pour pouvoir avoir une zone humide dans le fond, pour pouvoir cultiver tous ces animaux-là. Une zone humide dans un terrain aride. Ouais. D'accord. Parce que
il y a énormément de déserts, enfin de zones arides, sèches, où si tu creuses un petit peu, tu prends une truelle ou tes ongles, tu creuses, tu vas trouver de la terre hyper humide. D'accord, comme à la plage. Ouais, tu voilà. Tu fais ton trou, ok. Et c'est là où vont vivre tous ces animaux, toute cette faune. Donc du coup, il suffit de recréer ça, quelque chose d'assez profond. En surface, ton animal, il va évoluer dans une zone qui est sèche, mais s'il creuse un petit peu, tu peux avoir des endroits extrêmement humides. Avec beaucoup de cloportes, colamboles, etc. On a vu tout ce genre de choses, où tu peux même créer à l'intérieur de ton terrarium des zones un petit peu humides au milieu de ta sécheresse. Tu vois, une pierre plate que tu vas soulever, qui aura collecté pas mal d'humidité. Des fois, tu vas avoir une grosse quantité de colamboles qui va vivre sous cette pierre plate. Des cloportes et tout, là. Des cloportes, alors que partout, tout est sec. Okay. Donc en fait, c'est complètement possible. Souvent, ça nécessite simplement un terreau un peu plus profond. Ok. Voilà. Et alors, toi, chez toi, tu as des setups bioactifs, t'as des trucs cool? Ouais, monsieur. Allez, raconte un peu. Tu parlais tout à l'heure de Gecko à Crète, et moi j'ai un terrarium de 90, 45, 90, où j'ai un mâle, 3 femelles. 3 femelles? Bah ouais. Bordel. Il est heureux, mon mâle. et du coup, là, c'est complètement bioactif, c'est-à-dire que j'ai toute une partie plantée, qui est plus ou moins inaccessible à cause de la structure de mon décor. Je peux pas vraiment aller retirer les crottes. Des fois, ça pond là-dedans, je les vois faire, je dis tant pis, je peux pas ressortir les œufs, je prendrai les petits. Donc là, j'y vais pas, ça se nettoie un petit peu tout seul. Quand je pulvérise de l'eau, parce que moi je le fais manuellement, des fois je vois des crottes qui sont sur une branche, je pulvérise, je la fais tomber, je l'oublie. D'accord. Par contre, il y a toute une partie sur les vitres. Tu vois, ça, ce nettoyage, il faut pas que je l'oublie, quoi, parce que ma colambole, elle va pas se dire, ok, j'ai du travail là-haut, ça résonne pas comme ça. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'un terrarium bioactif, ça demande plus d'entretien qu'un terrarium non bioactif? Ça, c'est une question. Parce que moi, j'ai déjà vu plein de trucs sur les réseaux sociaux, YouTube et tout, où ils disent si vous mettez des colamboles dans votre terrarium, il sera bioactif, il y aura le tampon, bioactif dessus, et il n'y a plus besoin de nettoyer, c'est fini, ça se fait tout seul. C'est ça. Et là, tu te dis, je suis tranquille, j'ai plus rien à faire. Voilà, t'achètes tes colamboles à 4 € et c'est bioactif et c'est validé, il va se nettoyer tout seul, donc tu peux laisser toute la merde, tu vois. Non. Non. Un terrarium bioactif demande plus de travail. Plus de travail. Il demande plus de travail. Alors, tu vas me dire, c'est bizarre parce que tu me dis que tu retires un petit. Il y a des, ouais, y a des ça, crottes c'est paradoxal en fait. Mais en fait, t'as pas juste un animal à t'occuper. T'as tout ton écosystème. Donc, tu dois t'assurer que tes plantes poussent bien. Tu dois t'assurer que tes cloportes, tes colamboles sont toujours là. Ton degré d'humidité au niveau de ton sol est toujours présent, qu'il n'est pas en train de se noyer sous les quantités d'eau que tu rajoutes et que tu fais pas du tout attention. Ouais. Mais ta zone tampon avec les billes d'argile, elle est pleine d'eau et là, tu es en train de complètement saturer de flotte le tout. Ouais. Donc, tu as un petit peu plus de travail. Moi, je trouve que c'est davantage gratifiant, tu vois, d'avoir un terrarium bioactif, parce qu'il y a tellement de choses qui se développent. Moi, j'adore les plantes. Tu vas y arriver, les plantes, toi aussi, t'inquiète pas, là, accroche-toi. Ne parle pas de plantes, ça meurt tout le temps. C'est vraiment de la merde. et du coup, voilà, moi, je trouve que c'est plus intéressant. Le travail n'est pas le même. Tu vois, quand tu vas vraiment aller... Bon, quand je nettoie les vitres, c'est comme n'importe quel terrarium. Tu nettoies des vitres, C'est chiant. C'est comme tu nettoies tes carreaux. Bah ouais. Mais je retourne régulièrement le sol aussi en surface pour éviter qu'il se compacte, pour éviter d'avoir des zones anoxiques où il n'y a plus d'oxygène. Donc anoxiques. Voilà. Les endroits où je peux y arriver, tu vois, avec une fourchette, je retourne le tout. Et là, je vois effectivement les indicateurs de bonne santé du terrarium et donc du coup du sol finalement, avec toutes ces cloportes, ces colamboles. J'avais pendant un moment toute une colonie de vers buffalo qui se sont métamorphosés donc en petits ça, c'est scarabées. Des ténébrions nains, je crois on dit. Ouais, si on veut. C'est Aphytobiotus diaperinus. C'est des tout petits scarabées noirs. Et là, c'est très très bon détritivore eux aussi, quoi. Ah ouais? Ouais, clairement. Moi, ces trucs-là, je les dégage. Hein. Dès qu'il y a des... je les dégage à chaque fois. Faut les laisser. Non, ceux-là, tu peux les laisser. En fait, les vers de ténébrion, les larves de ténébrion, donc les vers de farine, l'insecte imago, l'insecte noir que tu vois, adulte, lui, il est vraiment pas digeste. Imago, c'est le dernier stade de développement d'un insecte. Il faut un dictionnaire ce soir. Tu mettras... C'est Jason qui va s'en occuper, il va nous mettre des petites définitions en dessous. Moi, je veux que les abonnés, ils mettent des définitions pour tous les mots qu'il a sortis qui étaient un peu bizarres en commentaire. Il n'y a aucun mot bizarre.
Et donc, non, ouais, effectivement, le ver de farine, une fois arrivé à l'âge adulte, le fameux stade imago, il n'est pas digeste. Bah non, ils peuvent pas le manger. Même les gros, les morios, ils peuvent le manger. Morio. Ils peuvent le manger, mais c'est pas digeste du coup. Tu vois, l'exosquelette ne va pas se décomposer et tout. Donc, il vaut mieux pas qu'ils en mangent. D'accord. Les morios ont un système de défense qui est sympa parce que ils excrètent une odeur. Un liquide qui sent mais tellement mauvais, donc tes animaux risquent de pas le manger. Encore que j'ai déjà eu à la boutique des pogonas où je bougeais quelque chose, il y a un morio qui est tombé et le pogona, réflexe, faut l'excuser, craque, il le mange. Là, t'as l'odeur qui arrive. Je dis comment t'avales ça, mon copain, c'est pas possible quoi. Et il arrive à le croquer. Il le croque, il le mange. Donc ils ont suffisamment de force, mais à la sortie, tu vois, s'il s'en fait 12 de suite, à mon avis, il y a occlusion. Tu vois, donc s'il y en a un qui passe, un ça va, mais alors d'accord. Tu vois, moi j'en connais un qui mange les cacahuètes avec l'enveloppe. Espèce d'enfoiré. Espèce d'enfoiré. Si tu continues de te faire beaucoup de cacahuètes, on va appeler un proctologue, mon copain. Ah, celle-là je la retiens. Écoute, c'est cadeau. Ok, et alors les petits, on peut les laisser. Et par exemple, si j'ai des petits lézards type Tachydromus, donc Tachydromus, les lézards à longue queue, c'est super beau. De toute façon, vous connaissez les miens. C'est petit. S'il voit des buffalo adultes, il peut le manger. Faudrait voir ce que ça donne. Je t'avouerai que moi, j'en ai jamais élevé personnellement en bioactif. Donc, ça mériterait de regarder quel serait leur comportement face à une petite colonie de ces petits scarabées là, et de voir est-ce qu'ils en boulottent 50 ou est-ce qu'ils vont en manger un et se dire finalement j'aime pas ça. Ils font la différence quand même. Ils font la différence, c'est certain. Ouais. Il doit y avoir une odeur ou c'est même visuel. On le voit qu'il y a des insectes qui sont plus ragoûtants que d'autres pour les lézards. Donc, les vers et tout, les teignes de ruche, machin. Alors les champignons. Ouais. Moi perso, j'ai déjà eu plein de trucs, genre des moisissures blanches qui font des filaments dégueulasses, ou alors les espèces de champignons de terrarium, les jaunes là, tu sais, qui poussent en hauteur et trop tout. Bien. C'est signe quand même d'un problème en général. Je sais pas pourquoi, c'est l'instinct, tu vois. Tu vois des champignons, tu te dis, fait, mon terrarium il est pas sain. Il faut que je vire tout. Et moi, je les nettoie. Au début, tu sais, j'enlevais tout, je virais les champignons, les moisissures et tout. Limite, je change le substrat, tu vois, parce que je me dis qu'il y a un truc pas net et tout ça, tu vois. En fait, le problème, c'est parce qu'en français, on fait pas la différence entre les moisissures et les champignons, vraiment, tu vois. Quand on parle champignons, on entend moisissures, tu vois. Les champignons corporels. Roquefort aussi, Roquefort. Voilà. Les champignons, c'est simplement, ces espèces de petits machins, c'est le système reproductif du mycélium, qui est une espèce de... Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est un être vivant. C'est un autre être vivant, voilà. C'est pas un animal, c'est pas un végétal, quoi. Voilà, qui est chargé de décomposer de la matière organique morte. Tu vois, et il y a plein d'espèces. Tu as du mycélium qui va décomposer des corps d'animaux, d'autres qui vont décomposer des plantes, ce genre de choses. Et quand tu vois simplement ces champignons qui sortent, c'est simplement que voilà, il est arrivé à stade de maturité sexuelle. C'est pas un problème d'hygiène. C'est pas un problème d'hygiène. D'accord. Qu'est-ce qui serait un problème d'hygiène? C'est que ça pousse sur la peau. Alors déjà, ce serait sur la peau de tes animaux. Alors clairement, ce serait pas bon. Non, mais ce serait la moisissure. La moisissure et les champignons, il faut bien faire la différence. La moisissure, tu sais, c'est quand tu laisses des fois un fruit. Mettons un fruit, voilà, tu le laisses pourrir. Ça pourrit, quoi. Ce petit duvet que tu as dessus, là, ça, on le veut pas en terrarium. D'accord. En règle générale, si ça commence à arriver et que c'est un terrarium bioactif qui est super développé, tes colamboles vont réussir à s'en occuper parce que les colamboles mangent beaucoup de moisissures. Ouais. C'est en ça qu'elles sont intéressantes, tu vois. Les champignons morts, elles vont le manger aussi. D'accord. Mais la moisissure, on préfère l'enlever. Alors du coup, si j'ai un peu de moisissure dans mon terrain et tout, c'est bien aussi pour booster la population de colamboles. Il est préférable de la booster avec autre chose, ta population de colamboles. Il y a les feuilles mortes, par exemple. Rien qu'une feuille morte qui se décompose très légèrement, les colamboles adorent ça. La moisissure, s'il y en a en toute petite quantité, c'est pas grave. Elles vont s'en occuper. Faut pas en faire une maladie. Mais moi, je préfère leur tirer. C'est pour ça que tout à l'heure, tu demandais si c'était plus de travail. Ben ouais, parce que par moment, il y a des choses, des endroits, l'air va stagner un petit peu. On va peut-être avoir de la moisissure sur un fruit, quelque chose, une crotte qui peut moisir de temps en temps. D'accord. Donc une crotte, c'est pas grave quand c'est une toute petite crotte minuscule. Des gens qui font des terrariums bioactifs avec des serpents de grosse taille, je pense au Bronguersmay, au Curtus, qui te sortent des crottes qui rivalisent avec les miennes. Quand ça moisit, ça... il faut le retirer du terrarium. C'est clairement, tu peux pas avoir de système autosuffisant avec des gros serpents. C'est parce qu'en fait, c'est trop d'un coup, ça sature et la bioactivité peut pas suivre, quoi. Clairement parce pas. qu'on n'est pas dans un espace suffisamment vaste, en fait. Ouais.
comme dans la nature. Ouais, parce que dans la nature, une bonne pluie, puis ça te décompose un peu le truc, ça va. Mais alors du coup, rincer il y a un tout le risque, système. il y a un risque d'hygiène, un risque de maladie. Ouais, clairement quoi. D'accord, crotte, ok, c'est une la réalité. crotte, c'est un vrai déchet, on n'en veut pas. Donc Ouais, d'accord. tu vas la retirer, mais t'es pas obligé de tout nettoyer, tout désinfecter et tout ça. Mais on retire quand même un petit peu la crotte Ok. et les grosses quantités Alors, de il y déchets. a des quoi. espèces où le bioactif, ça va être problématique. Tu sais, je pense au Morelia viridis, où on dit qu'il faut un peu aseptiser les choses. C'est à risque, ils ont des problèmes de respiration, je crois. Ils développent des problèmes C'est un bon respiratoires, exemple. C'est un bon exemple. Ce serpent, le python vert arboricole, il pose encore des problèmes. Il y a des éleveurs qui ont fait leurs preuves, qui savent de quoi ils parlent, qui des fois ne comprennent pas pourquoi. Est-ce que l'état de santé se dégrade soudainement? J'en discutais avec Varanus SP, salut Tanguy, qui me disait que lui, il avait du mal à planter les terrariums de Morelia viridis parce qu'il réagissait assez mal à ce genre de choses. Ouais. Donc, j'en ai vu dans des structures zoologiques des terrariums très plantés de Morelia viridis, mais quelque part, ces terrariums étaient très très gros. Donc, on avait une inertie qui était différente que dans un petit terrarium. Donc là, c'est une espèce qui est vraiment très sensible. Donc, je pense qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on connaît qui fonctionne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le tenter sur des individus qui sont très costauds, qui sont très solides et quelqu'un qui sait ce qu'il fait, pourquoi pas. Mais voilà, ça c'est vraiment encore une espèce peut-être un petit peu trop sensible. Donc pour les Morelia viridis, il faut quand même garder les gens des terrariums relativement aseptisés quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, Ok. tout à fait. On parlait champignons. Moi, pour éviter les champignons, parce que je les crains redoutablement, j'essaie de faire descendre le pH en fait du substrat. J'essaie de faire descendre le pH en dessous de 7. Ouais. Comme ça, on parle d'acidité. Et c'est un peu, comment on dit, fond antifongique. C'est ça. Ouais. C'est vrai que les champignons se développent dans des milieux qui sont plus neutres à basiques. Ils n'aiment pas l'acidité. Bah, du coup, en fait, c'est avec, je mets de la tourbe blonde et de la sphaigne que je fais des. En fait, je fais des amas de sphaigne répartis un peu partout dans le substrat, tu vois, avec de la tourbe. Mais du coup, c'est pas bien parce que je nique les champs. Je m'en prends aux champignons. Tu t'en prends aux champignons, mais il y en aura toujours. C'est-à-dire que sur toute la partie émergée de ton décor, les branches, etc., ou même simplement quelques petites feuilles, tu vas avoir un microcosme à cet endroit-là où tu vas avoir quand même des petits champignons qui vont se développer. Tu vas pas pouvoir tout éradiquer comme ça, c'est pas faisable. D'accord, mais de toute façon, il ne faut pas en fait. D'après ce que je comprends, non, si tu fais du bioactif, ils sont bénéfiques. C'est les moisissures que tu veux pas. Les champignons, je les veux. Moi, c'est super joli. Il y en a des super jolis qui sortent des fois. C'est super sympa. C'est naturel en fait. Les champignons, voilà, il faut accepter le fait que c'est un être vivant dans la nature et tout. Ça fait partie du bioactif de l'écosystème. On va finir ce podcast avec une dernière question, un peu la conclusion, qui était la première question que j'ai posée. Le bioactif en terrariophilie, oui ou non? Bah, j'ai envie de dire ça dépend. mais oui, sinon. Enfin, moi, je suis convaincu parce que j'en ai et je trouve ça cool. J'aime les cloportes. Il y a des gens qui peuvent pas voir les petites bêtes, qui aiment pas ça, qui veulent absolument pas et qui veulent quelque chose de super clean et pas avoir de petites bêtes. Et je peux comprendre. Mais non, ça rapporte quelque chose. Moi, je suis persuadé que les animaux aussi, ils trouvent leur compte. Qui est un environnement qui soit un peu plus vivant autour d'eux, plutôt que quelque chose qui soit absolument inerte. La présence de plantes naturelles en terrarium, je suis certain que ça améliore les conditions aussi respiratoires des animaux. Lorsque vient la nuit, on ne cesse d'éclairer les plantes. Les plantes cessent de convertir le CO2 en oxygène. Elles convertissent l'oxygène en CO2, donc davantage de CO2. Je pense que ça doit aider les animaux à dormir, parce que le CO2, c'est un effet un peu sédatif. Tu vois, donc ils passent peut-être de meilleures nuits, tu vois, à bien s'endormir. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont bénéfiques à avoir un terrarium le plus vivant possible quand les animaux sont prêts. Bien sûr, voilà. C'est ça. Moi, ma phrase de conclusion, je dirais que la terrariophilie, c'est un hobby hyper complet en fait, qui a énormément d'aspects. Et moi, je suis pour le bioactif, donc j'encourage tout le monde, là, tous les abonnés, à s'intéresser à ce sujet. Parce que c'est pas compliqué et c'est hyper passionnant en fait. Si vous aimez la terrariophilie, faut s'intéresser à tous les aspects en fait de la terrariophilie, et le bioactif, ça en fait partie. Voilà, à mon sens. C'est un des aspects, Ouais, c'est un des aspects. Exactement, c'est ça, Un grand merci à toi Clément. J'espère qu'on fera plein de trucs ensemble. Avec plaisir, je reviendrai vraiment. C'était très agréable. Merci beaucoup. Excellent. Bon bonne soirée, bonne journée, bonne matinée à tous et surtout force à vous. Salut.